sur notre plateforme de communication Les Baobabs. Nous sommes encore revenus aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre série de vidéos. Pour la séance d'aujourd'hui, nous avons décidé de répondre à certaines questions qui nous ont été posées par nos abonnés sur YouTube et sur aussi Facebook et TikTok. Donc, sans plus tarder, je pense que j'ai à mes côtés Hawa, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Un grand coucou à tous nos abonnés. Nous vous remercions de nous suivre un peu partout dans le monde et ravis d'être ici pour répondre à leurs questions. Merci Hawa, merci d'être là. Issa, comment vous allez? Ouais, je vais très bien, toujours en forme, en chair et en os. Vraiment, je suis très ravi aujourd'hui de participer à cette la réponse aux questions, la préoccupation de nos abonnés. Et puis je suis vraiment très ravi aujourd'hui d'être parmi vous. Merci toujours d'être là et ils sont très heureux de vous avoir. On va aller sans plus tarder à la première question. Je pense que la première question va aller à tout seigneur, tout honneur et à Hawa. Merci. Merci. Quand vous êtes à ma droite, vous allez vous donner la... D'accord. Issa a échoué de ne pas être à ma droite, quoi. Priorité aux femmes. Honneur aux dames. Honneur aux dames. En réalité, comme on n'est pas dans le mois de mars, là, est-ce que leur mois n'est pas passé? Ben, on sait de toute façon. C'est tous les mois. D'accord. La première question, quelqu'un voudrait savoir, pour quelqu'un qui a déjà échoué peut-être à son interview F1, est-ce qu'il y a encore la possibilité d'avoir le visa à un second interview ou bien parfois aussi à un troisième? Merci beaucoup Songai pour cette question. Alors déjà, il faut savoir que le fait d'avoir eu un refus ne veut pas dire que la prochaine fois que tu vas faire un dépôt de visa, tu auras une fois de plus un refus. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut juste éviter les erreurs qui ont déjà été commises auparavant, prendre en compte toutes les remarques et aussi les conseils que l'agent consulaire vous avait donnés au moment de votre interview. Il y en a qui ont eu un refus une fois ou la première fois et qui ont obtenu le visa la deuxième fois ou même la troisième fois. Donc, il faut juste bien se préparer à l'avance avant d'y être. Merci Hawa, je pense que vous avez bien répondu. Personnellement, je connais certains de nos frères qui sont ici après une seconde fois, une troisième fois, je connais personnellement. Donc, comme vous avez dit, c'est vrai, votre premier refus ne signifie pas que vous allez toujours être refusé. Donc, améliorez-vous et puis retournez. Je vais peut-être passer à la seconde question très rapidement. Et ça, existe une limite pour quelqu'un d'appliquer pour le visa F1? C'est-à-dire, est-ce que si vous allez au premier, au deuxième, est-ce qu'on peut vous refuser d'aller au troisième ou bien au quatrième? Jean, si je comprends bien, c'est au niveau de l'ambassade. J'ai appliqué pour un entretien au niveau de l'ambassade. Merci beaucoup, Songai, pour cette question. C'est une question très, très pertinente. Il faut savoir que la réponse à cette question est quasiment straightforward et puis c'est quasiment très, très simple. En ce qui s'agit, il n'y a pas de nombre limité comme ça pour prendre un entretien au niveau de l'ambassade. Le nombre est illimité. Vous pouvez prendre le nombre de rendez-vous comme bon le semble. Le nombre est quasiment illimité. Maintenant, la question aussi qui se pose, si vous avez échoué pour la première fois, est-ce que c'est nécessaire de repartir là-bas tout en sachant que vous allez répéter les mêmes erreurs? La meilleure option, si vous avez échoué pour la première fois, d'autant que le nombre est illimité, mais il ne faudrait pas aller là-bas tout en répétant les mêmes erreurs encore. Comme le nombre est illimité, vous avez échoué pour la première fois, prenez votre temps, préparez-vous bien, cherchez les erreurs pour que vous n'avez pas arrivé à convaincre l'officier consulaire. Vous préparez bien, comment on va dire ça, c'est-à-dire bien travailler sur vos idées, vos arguments et puis vous repartez encore pour une seconde. Le nombre est illimité, c'est vrai, mais si vous repartez là-bas et puis vous répétez les mêmes erreurs encore, ça va vous porter préjudice et puis ça aussi, ça ne va pas vous arranger. Puisque si vous partez beaucoup de fois, ils vont tenir compte, puisque quand vous partez là-bas, tous vos records sont enregistrés. Généralement, il y a beaucoup d'ambassades, ils enregistrent tout ce que vous dites au fait. Donc, si vous repartez là-bas et que vous contrariez encore, ça aussi, ça va vous porter des préjudices. Donc, le nombre est illimité. Merci beaucoup, Issa, comme vous l'avez dit. Donc, le nombre, ça retenait que le nombre pour aller à l'ambassade est illimité. Mais quand vous avez déjà été une fois, c'est que vous êtes déjà remarqué. Et peut-être, certainement, ils peuvent se demander pourquoi vous aviez échoué. Ils peuvent revenir sur ça pour voir si vous avez rempli les mêmes
En tout cas, vous avez amélioré vos réponses, peut-être pour pouvoir réussir. Et donc, on va certainement aller à la troisième question. Et la troisième question, c'est dans le cadre de l'interview, on est toujours... Quelqu'un il demande, est-ce qu'on peut vous contraindre à parler une langue que vous n'avez pas choisie dans votre DS61 et DS60? Parce que vous savez, comme nous l'avions dit là, tiens, très bien, DS160. Parce que comme vous savez, nous avions dit que lorsque vous remplissez le D160, thank you, vous avez la possibilité de choisir la langue dont vous voulez que l'interview se passe. Et c'est parce que vous avez choisi que vous irez faire en français. Est-ce que l'agent peut vous contraindre à parler l'anglais? Alors, je trouve que cette question, c'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce que ça arrive tout le temps. Des gens qui disent que, oh, moi j'ai choisi le français et quand je suis partie, l'agent consulaire a entamé l'interview en anglais. Alors, sachez que soyez préparés que cela peut arriver. Dès lors, parce que, pourquoi? Vous avez choisi les États-Unis. La langue ici, c'est la langue anglaise, ok? Donc, peu importe la langue que vous avez choisie en remplissant votre DS160, arrivé à l'interview, l'agent consulaire peut décider d'entamer l'interview en anglais. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose est comment aborder ce genre de situation. Est-ce que, sachant que je ne suis pas pertinente en anglais, je dois aller continuer l'anglais sans pour autant s'y opposer, ou dois-je dire à l'agent, ok, je ne comprends pas, est-ce qu'il y a une possibilité de faire l'interview en français? Personnellement, si j'ai un conseil à donner aux gens qui ne comprennent pas l'anglais et qui aujourd'hui, le jour de l'interview, ce genre de situation arrive, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés. Si, en tout cas, dans votre dossier d'admission, vous avez décidé de faire l'anglais une fois sur place, les cours ISL, dites à l'agent consulaire, excusez-moi, mais je suis dans le processus d'apprentissage de l'anglais. Et une fois arrivé aux États-Unis, je compte m'inscrire dans des cours ISL. Est-ce que ce serait possible de faire l'interview en anglais? Je pense que ça, c'est une très bonne démarche pour pouvoir changer la courbe des choses, que de continuer en français et peut-être que de continuer en anglais, autant pour moi, et de donner des réponses qui ne sont pas correctes ou satisfaisantes, parce qu'il faut savoir que la communication est la clé de la réussite. De l'interview. Voilà, merci beaucoup. Ah ouais, je pense que vous avez dit quelque chose d'intéressant. C'est comme ça, quelque chose à ajouter. Oui, j'ai quelque chose à ajouter aussi. Ah ouais, je pense qu'elle a quasiment tout dit. Mais il faut savoir, dès que vous remplissez vos dossiers, vous réunissez tous vos dossiers et puis vous envoyez au niveau du service consulaire qui est l'ambassade. C'est-à-dire, si vous fournissez que vous avez pris le TOEFL et puis vous avez pris aussi des cours supplémentaires d'anglais, tous les documents que vous fournissez, c'est avec ça que l'agent consulaire va vous juger au fait. Donc, si vous fournissez que vous avez fait le TOEFL, vous avez eu un score, c'est-à-dire une note très élevée, et puis fournir aussi des supplétifs, des documents d'anglais que vous avez fait, des anglais intensifs. Le service consulaire peut démarrer. Le service consulaire peut décider maintenant de vous aborder, genre de vous taquiner. Maintenant, la réponse, comme on l'a déjà mentionné, ne soyez pas complexés. Dites seulement que c'est vrai, j'ai fait l'anglais, mais mon anglais aussi n'est pas trop développé aussi en tant que... Parce que nos langues officielles, c'est français, ça serait un peu difficile de parler, puisque le gars, c'est un Américain, il s'exprime avec l'accent américain. Même si vous avez fait l'anglais, ça serait difficile d'avoir l'accent américain pour se faire comprendre comme ça facilement. Parce que donc, c'est tout... En fait, j'aimerais ajouter quelque chose, un point que j'aimerais éclaircir en fait. Ma réponse est basée sur le fait que sur votre dossier admission, il a été notifié que vous allez commencer par les cours ISL. Mais dans le cas où vous avez décidé de vous inscrire dans un programme qui, dès que vous venez aux USA, vous allez entrer directement dans le programme. Parce que vous avez déjà l'anglais. Parce que vous avez
me prouver que vous avez déjà la langue, la maîtrise de la langue via vos scores TOEFL. Donc là, vous montrez que hey, j'ai la maîtrise professionnelle de l'anglais. Donc attendez-vous à ce que l'interview se passe en anglais. Pour ce genre de cas, moi, ce que je conseille à ces élèves-là, c'est dès à l'avance vous préparer à répondre aux questions en anglais. Vous préparer à la communication, à donner des réponses sans pour autant bégayer, parce que comme je vous dis, la communication est importante avant le jour J. Ouais, en tout cas. Sinon, je pense que vous avez beaucoup, vous avez bien parlé, vous avez bien répondu à la question. Donc, ce qu'il faut qu'ils retiennent, tout dépend de comment ils ont rempli leur dossier. Si vous avez envoyé le dossier, qui signifie que vous avez déjà les compétences en anglais, donc il faut les prouver. C'est-à-dire, il faut vous préparer que l'interview ira certainement en anglais. Mais si vous n'êtes pas préparé et que vous avez, comme Awa l'a dit, vous avez un projet de prendre les classes ISL, il faut expliquer ça à l'agent consulaire, que dès votre arrivée, l'un de votre objectif, comme c'est mentionné sur le I-20, c'est d'apprendre l'anglais. Donc, et je recommande que vous apprenez au moins ça en anglais. Ça, vous pouvez quand même le dire en anglais. C'est-à-dire pour l'expliquer que votre anglais n'est pas trop que ça et que votre projet, si vous le préparez, ça aide l'agent à comprendre que c'est vraiment vous avez appris et que vous allez. Mais si vous taisez, il faut savoir que, c'est-à-dire si vous ne dites pas un moment en anglais, il faut savoir que vous êtes sacrifié parce que ça arrive à beaucoup de gens. Oui, évidemment. Il ne faut pas vous sacrifier, dites quand même quelque chose en anglais, même si c'est l'anglais tordu. Expliquez-le que c'est comme ça. Parce que la preuve, Songhai, si vous ne comprenez pas la langue, qu'on se dise la vérité, la plupart des questions qu'on va vous poser, vous allez répondre par yes. Alors imagine qu'on vous pose, est-ce que vous comptez rester aux États-Unis après vos études? Et vous dites un yes. Oh, vous avez compris. Donc voilà. D'accord, donc c'est ça. Je pense que c'est bien dit, vous avez bien compris, c'est ça. Déjà, on va aussi évoluer, c'est par rapport à d'autres questions, à la quatrième question, je pense. Il y a d'autres qui ont posé les questions concernant les dossiers de banque, que on nous demande de fournir les preuves de capacité financière. Il y a d'autres qui ont des problèmes à fournir ça par rapport au type de banque qu'ils ont dans leur pays. Donc, il y a d'autres qui nous posent des questions. Est-ce qu'il y a des banques qui sont, en tout cas, qui sont interdites aux États-Unis ou bien comme preuve? C'est-à-dire il y a des banques dont les preuves ne sont pas susceptibles de passer à l'ambassade. Donc c'est quelque chose comme ça, ils veulent savoir. Qui va aller? Non, je pense que vous pouvez partir. Vous avez déjà... Ok, alors déjà, il faut savoir que les États-Unis, quand on parle de preuves de capacité financière, on fait allusion à des preuves qui sont vérifiables. Et quand je parle de preuves vérifiables, c'est qui viennent de banques agréées. Pourquoi de banques agréées? Parce que je pense que dans nos pays, il y a beaucoup de microfinances, il y a beaucoup de petites banques dans les quartiers, mais malheureusement, quand ils te donnent des preuves financières et que vous apportez ça le jour de l'interview, on vous dira qu'il n'y a aucun moyen pour nous de voir que cette banque-là est agréée. Existe. Par contre, pour cela, je pense que si vous allez dans le website de l'ambassade des USA, dans votre pays d'origine, et que vous posez la question quelles sont les banques agréées au Sénégal, ou même sur Google, ils vont vous donner une liste des banques. Parmi les plus grandes, on peut citer la BCAO, la SGBS, Coribank International. Dépendant de, comment on le dit, de votre location, votre pays. Donc voilà, il faut faire attention aussi par rapport aux microfinances. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de fraudes dernièrement concernant les papiers financiers et tout. Ce qui fait que aussi, les agents consulaires prêtent beaucoup attention à ça et ont des matériels très développés, sophistiqués pour vérifier la véracité de vos, comment dirais-je, vos documents financiers. En tout cas, je pense que Hawa a bien répondu par rapport à cette question. Je ne pense pas qu'il faut encore aller. Donc, il faut trouver une banque. Il faut que la banque soit reconnue par l'État dans lequel vous êtes. Et puis, il faudrait que c'est une banque crédible. Donc, on va aller à la cinquième question. Il y a une question aussi qui a été posée par un abonné qui concerne l'âge. Est-ce que
à cet âge-là, est-ce que moi je peux encore appliquer? J'ai besoin, en tout cas, j'ai envie d'aller étudier aux États-Unis. Est-ce que je peux aller à cet âge-là? Est-ce qu'il y a un âge limité par rapport aux étudiants F1? Bon, moi je vais. Je pense que la réponse à cette question, mais la réponse même se trouve dans la question même au fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour appliquer pour des études supérieures dans un collège ou une université. Maintenant, la question qui se pose maintenant, si vous avez genre 40 ans, et puis vous appliquez et puis vous dites que vous avez commencé le collège. Donc, il suffit de travailler, trouver des arguments qui montrent réellement que vous partez là-bas pour étudier. Sinon, si vous avez 40 ans ou bien 45 ans, et puis vous appliquez, vous dites que non, je vais aller recommencer le collège, tu vois que c'est un peu suspect. Maintenant, travaillez sur vos dossiers, travaillez sur vos idées et les convaincre réellement que l'âge là importe peu, que vous partez là-bas réellement. C'est pour les études. Moi, je vais juste ajouter que la chose que j'aime beaucoup ici et qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Par rapport à l'âge, au genre, nationalité. L'idéal ici, c'est que les opportunités sont ouvertes à toute personne, toute nationalité. Donc, il n'y a pas d'âge limite. Aujourd'hui, tu vas dans les community colleges des gens qui ont les 50 ans, les 70 ans. Ça dépend. On a vu, je pense, dans les news, un homme qui a 110 ans et qui a eu son, son bachelor. Il a son bachelor. Voilà. Mais je pense que... vraiment désolé de t'avoir interrompu. Mais je pense que la question, c'est au niveau de l'ambassade même. Ou c'est au niveau de ces gens, le complexe de... c'est ça peut-être aussi l'histoire, puisque la personne a posé de l'âge, puisque la personne veut venir étudier. Mais d'une manière générale, je pense que vous deux, vous avez de bonnes raisons. Oui, en tout cas. Dès lors, c'est facile à expliquer. Pourquoi? Parce que dans la législation concernant F1 Visa, il n'est pas écrit qu'il y a tel âge limite pour déposer. Oui, évidemment. Tant qu'il ne mentionne pas ça, toute personne, même si tu as 100 ans et que tu penses que tu veux venir aux États-Unis pour faire tes études, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Oui, évidemment. Il n'est jamais trop tard pour réussir évidemment. Profession, commencer ses études et tout ça. Voilà, comme vous l'avez mentionné aussi aux États-Unis, ici aussi, l'âge importe peu. C'est-à-dire il n'y a pas de complexité en âge. Tu vois, donc quelqu'un peut avoir jusqu'à 40 ans, 50 et vite décide de recommencer avec les enfants. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien dit ça. Et ce que je peux peut-être ajouter par rapport à la question de l'âge, ça vient peut-être de l'Afrique. Parce que quand vous voyez des questions d'âge, des trucs comme ça, ce sont des choses que nous avons cultivées au niveau de l'Afrique, où on vous dit, pour aller faire la médecine, il faut avoir 20 ans, ou bien pour aller faire l'ingénierie, il faut avoir 15 ans, baccalauréat. Cette question n'est pas une question américaine. Au niveau des États-Unis, d'ailleurs, il faut, comme vous explique ça très bien, les gens, la plupart des gens aussi, ils finissent aussi leur baccalauréat ici, ou bien leur lycée, ils vont travailler peut-être même parfois 7 ans, et c'est après qu'ils reviennent au collège pour avoir un diplôme. Ça, c'est vrai. Donc, quand vous venez, peut-être même vous êtes venu votre première année, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont déjà même très bien dans leur boulot, ils sont même des cadres dans leur boulot, mais qui reviennent chercher un diplôme. Exactement. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas question d'âge. Il y a la question que beaucoup de gens aussi se posent par rapport à l'âge, c'est qu'ils se disent quand est-ce que je vais finir d'avoir le diplôme pour aller travailler. C'est ça aussi les soucis. Ici, tous ceux qui vont à l'école travaillent. Donc, ce n'est pas mettre l'école de côté pour aller travailler, c'est faire les deux en même temps. C'est pourquoi eux, ils n'ont pas cette manière de penser. Mais bon, comme nous parlons dans le cadre des études, peut-être que ça va être différent. Sinon, ce qui est différent en Afrique, parce que la plupart, quand ils vont à l'école, ils ne travaillent pas. Non, ici, moi, à moins que ici, tu sois élève international. C'est ça que ça peut poser problème. Tu ne peux pas travailler, donc... Moi-même, actuellement, ça fait deuxième année, je ne vais pas à l'école, mais je compte peut-être après 5 ans, je vais retourner à l'école. Je n'ai pas encore fini. Et donc, pour l'instant, je pense que ce sont les questions que j'ai à mon niveau, mais
En tout cas, ce que je me rappelle, comme nous tous nous lisons ensemble, si vous avez d'autres questions dont vous vous rappelez. Oui, je pense qu'il y a un de nos abonnés qui a posé, je pense que le nom c'est Sidibé. Voilà, il a dit merci beaucoup pour la vidéo. J'aimerais savoir quelqu'un qui a déjà un doctorat en Afrique et qui décide d'aller se spécialiser dans un domaine tel que la santé publique aux États-Unis. Mes questions sont les suivantes. Va-t-il reprendre le bachelor? Va-t-il reprendre depuis le bachelor après avoir eu les prérequis pour ensuite se spécialiser? Deuxième question, ou bien après avoir fait les prérequis, il va directement se spécialiser dans le domaine? Troisième question, quelles sont les différentes options pour lui? Oh, je pense que si c'est une question qui a un rapport avec la santé, moi je vais me laver les mains. Je vais vous laisser ça. Peut-être même Awa, Issa. Awa, quelque chose à dire. Alors, s'il parlait de nursing, là, je pourrais répondre. Mais comme il parle de médecine, donc, merci beaucoup. Pour cette question, il a dit que quelqu'un qui a déjà le doctorat en santé publique au pays, une fois que vous venez ici avec votre doctorat, c'est-à-dire avec votre doctorat, vous ne pouvez pas directement convertir votre diplôme et puis avoir le doctorat en santé publique aux États-Unis. La première des choses que vous devriez faire, vous devriez trouver, comme vous avez déjà le doctorat, vous devrez chercher ce qu'on appelle le graduate school, le grad school. Maintenant, quand vous cherchez le grad school et puis vous trouvez que la santé publique est une filière qui est dispensée dans telle université, vous pouvez appliquer. Maintenant, si on vous accepte maintenant, vous pouvez venir. Si on vous accepte, vous venez, on va convertir. La première des choses que l'université va faire, c'est de convertir d'abord tous vos crédits. Les crédits, ça veut dire les classes que vous avez déjà pris en Afrique. Ils vont convertir complètement, entièrement toutes vos classes. Maintenant, regardez le manquant, les classes manquantes maintenant. Maintenant, ils vont vous faire reprendre maintenant les classes manquantes et puis maintenant, ils vont vous donner l'équivalent du doctorat maintenant en santé publique. La deuxième option aussi, c'est de répartir au niveau des bachelors. Parce que quand vous venez, vous allez trouver qu'en réalité, bon, vous avez déjà pris des classes, mais ce n'est pas des classes en tant que telles. Peut-être ça peut être des bonnes classes ou bien des classes consistantes, mais vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses ici que vous voulez réellement en bénéficier et puis apprendre. Genre construire, genre votre niveau, voilà. Donc, l'autre option aussi, c'est de répartir au niveau des bachelors, c'est-à-dire valider le bachelor et puis trouver le grad school et puis maintenant recommencer maintenant les études de doctorat. Mais il faut savoir que ça, c'est une perte de temps et puis aussi c'est une perte d'argent aussi. Puisque quand vous répartez, c'est-à-dire un élève qui a le doctorat équivaut à quelqu'un qui a fait bac plus 8 ou bien bac plus 9. S'il doit répartir encore, recommencer à bac plus 2, bac plus 0, bac plus 1, tu vois que ça ne sert pas. Donc, la meilleure option selon l'équipe de Baobab, c'est de trouver une université qui dispose de graduate school et puis qui dispense la filière santé publique. Vous appliquez, quand vous arrivez, vous amenez tous vos bulletins, ils vont traduire. Donnez-vous l'équivalent des classes que vous avez déjà pris. Et ce qui manque, ils vont vous faire reprendre et puis vous et ça, je pense que ça a été clair, presque clair. Et je peux même aller pour... Quand Issa parle de... Non, il maîtrise son sujet. Tu sens la passion, il parle avec le cœur. C'est son sujet. Moi, je ne pourrais pas répondre à cette question si ce n'est pas quelqu'un comme Issa. Je pense même, comme vous l'avez dit, c'est au niveau de la santé, mais c'est la même chose pour tout, en tout cas pour tous les diplômes ou toutes les filières, ceux qui leur font ailleurs et qui arrivent aux États-Unis ici. Si vous avez fait la mathématique, vous avez une licence et vous voulez venir ici continuer, quand vous arrivez ici, ils évaluent pour voir ce que vous avez pris, les cours que vous avez pris là-bas, leur rapport avec ce qu'eux ils enseignent ici. Mais s'il y a d'autres cours qui manquent pour vous donner des diplômes, ils vont vous augmenter ça. Vous allez prendre les classes là et après ils vous donnent le diplôme. Donc ce sont des évaluations comparatives là qui permettent aux universités de vous donner le diplôme. Même si vous n'avez pas eu le diplôme de la licence au pays, même si vous avez déjà commencé l'université, c'est toujours possible de convertir les crédits. Si vous avez déjà, peut-être votre université veut 120 crédits pour vous donner la licence, mais vous avez déjà pris 80 crédits avant de quitter, venir ici. Les 80 crédits, vous pouvez les amener et puis ils vont évaluer ça pour voir. Peut-être ils vont dire que dans les 80 crédits, nous allons prendre 60 crédits
Et puis, le reste, vous allez prendre 60 ans encore pour avoir 120 pour que nous, on vous donne la licence. Donc, c'est comme ça. Ça, on appelle ça les transferts. Donc, ici, donc c'est possible. C'est important de parler de ces transferts, même parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, quand ils arrivent, ils oublient qu'en fait, qu'ils ont la possibilité de transférer les crédits déjà obtenus au pays. Et malheureusement, ils finissent par payer beaucoup plus d'argent parce que, et aussi, comment dirais-je, la durée de leurs études est plus longue. Pourquoi? Parce qu'ils doivent tout reprendre. Alors qu'ils pouvaient l'éviter s'ils avaient amené leurs notes du pays et faire une évaluation qui ne coûte rien quand même. Qui ne coûte rien. Voilà. D'accord, merci. Je pense que je voulais dire si on peut s'arrêter ici, à moins qu'il y a encore une question. Il y a une question. C'est Serge Agnou. Ok. Serge Agnou, on vous fait un coucou déjà. Exactement. Il pose la question, merci pour votre vidéo. Je voudrais savoir, pour les prérequis de 4 ans avant d'entamer l'étude médicale, est-ce qu'on peut faire le laboratoire technicien au lieu de nursing et entamer plus tard les études médicales? Ok, ça il faut aller parce que ça c'est la question que tu avais développée la dernière fois. Voilà, merci beaucoup, Serge, pour cette question. Cette question est tellement pertinente. Il faut savoir que laboratoire. Voilà, lab technicien, c'est-à-dire technicien en laboratoire, le nursing qui est l'infirmerie et puis l'étude médicale sont 3 filières qui sont complètement différentes. Mais ils ont ce qu'on appelle, mais ils ont une seule racine qui est la santé, mais 3 branches différentes. Maintenant, la première année, ils vont prendre, comme ils découlent tous de la même, de la même racine qui est la santé, c'est-à-dire que ils vont prendre presque les mêmes classes durant les 2 premières années, presque les mêmes premières classes. Après les 2 premières années, ceux de nursing vont transférer pour aller dans l'école de nursing. Nursing, ça veut dire l'infirmerie. Et puis ceux de l'école médicale, ceux qui veulent devenir médecins plus tard, vont faire 2 ans de plus encore pour chercher le bachelor. Et puis ensuite, maintenant, appliquer dans l'école de médecine pour devenir médecin après. Maintenant, ceux de lab technicien qui est dit technicien en laboratoire médical aussi. 2 ans, ils vont, les 2 ans, ils ont tous presque les mêmes matières durant les 2 premières années. Après les 2 premières années, eux aussi, ils vont faire encore 2 ans ajoutés. Maintenant, ils vont prendre les 2 ans ajoutés pour avoir le bachelor. C'est pas textuellement les mêmes classes que ceux de l'école de médecine vont prendre. Maintenant, ils vont prendre quelques classes qui sont un peu différentes, genre plus des classes de laboratoire ou bien des classes un peu pratiques. Maintenant, avoir le bachelor maintenant en lab technicien. Après ça, ils vont maintenant transférer dans une école professionnelle. C'est pas l'école de médecine, mais c'est dans une école où on va vous former encore en laboratoire. Et puis, plus tard, maintenant, vous allez sortir en tant que technicien en laboratoire. Comme ils découlent tous de la même racine qui est la santé, c'est toujours possible de transiter entre les filières. Maintenant, si vous sortez en tant que technicien en laboratoire médical, vous avez le doctorat ou bien le master en technicien en laboratoire médical, vous pouvez toujours aller dans l'école de médecine, mais à condition de revenir au niveau des bac plus, au niveau des 2 ans là que vous avez laissé ceux de l'école de médecine. Vous allez valider quelques matières ajoutées et puis avoir le bachelor maintenant et ensuite appliquer dans l'école de médecine. J'avoue que je me suis perdu à un moment donné quand il s'est expliqué, mais je pense que le gars qui a posé la question, comme ils sont dans le domaine, ils se comprennent. Peut-être aussi Awa comprend. Ce que je trouve intéressant en faisant ce recoupage, exactement, commencer, si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour aller directement dans le médical, commencez par le lab tech ou le nursing, ou nursing plutôt. Essayez d'avoir votre diplôme, travailler et revenir faire médical. Déjà, ça va coûter moins cher, ce sera plus affordable pour vous parce que vous avez déjà les moyens nécessaires parce que vous avez obtenu un travail rémunéré. Maintenant aussi, côté knowledge, côté expérience, je pense que la personne qui a fait ce parcours sera en avance par rapport aux gens qui sont allés directement en médecine. Pourquoi? Parce qu'avec nursing, vous aurez déjà à faire avec les hôpitaux, avec les patients, vous connaissez beaucoup de choses. L'APTEP aussi, vous aurez les... familiarisé avec les laboratoires des hôpitaux.
et tout ça. Donc, quand vous revenez vers les études médicales, ce ne sera pas pour vous très difficile de vraiment entamer ces cours-là. Bon, je pense que oui, comme vous l'avez déjà mentionné, ça ne sera pas parce que vous avez déjà un pas en avant. C'est-à-dire que vous avez déjà l'avantage de beaucoup manier les matériels médicaux et puis votre résumé aussi est très solide. Quand vous appliquez, on peut vous donner la priorité face à un élève de l'école de médecine qui n'a même pas de l'expérience. Donc, je pense que vous avez beaucoup répondu à ces questions, puisque je pense pas qu'on va encore être très long que ça, parce que nos abonnés vont se dire que notre vidéo est très, très longue. On va peut-être mettre un bref aujourd'hui pour ça. Peut-être si vous avez un dernier mot à leur endroit avant qu'on les clôture. Alors, vous avez quelque chose à leur dire? Juste remerciements et aussi vous encourager par rapport à vos projets d'études et de voyage. Et nous espérons que toutes les questions qui vont vous traverser l'esprit, vous allez nous le soumettre et ensemble, nous allons continuer à faire des vidéos afin d'aider nos frères et sœurs. D'accord, merci beaucoup. Voilà, très ravi. merci beaucoup. Ça. Vous avez un mot à leur endroit? Bon, tout ce que j'ai seulement, dès que vous avez des questions seulement, vous pouvez toujours les poser seulement ou nous contacter même en privé. On est là seulement pour vous, on est là pour vous aider, donner les réponses nécessaires, pour vous faire éviter les mêmes erreurs que nous avons déjà expérimentées. Voilà, donc n'hésitez pas à poser les questions seulement. Merci beaucoup, merci Hawa, merci Issa. Et aussi, je précise, si la vidéo n'est pas comme vous le voyez tout le temps, c'est Kenny qui est derrière. Aujourd'hui, Amadou est empêché. Nous avons Kenny quand même derrière la caméra. Si la vidéo est bonne, c'est lui. Si elle est très bonne aussi, c'est lui. Donc, dans tous les cas, il vous remercie également. Et moi, je vais quand même vous dire un grand merci aussi pour les questions que vous posez, pour l'attention que vous portez à nos programmes, sinon à nos vidéos. Et nous sommes très ravis de répondre, en tout cas de lire chaque temps vos messages, de voir que vous êtes très intéressés à ce que nous faisons et nous pensons que cela nous encourage beaucoup et nous serons toujours là pour vous servir. Donc on va se quitter aujourd'hui, on va se dire à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.